Bonjour à tous, je suis Anne-Françoise de Saint-Albin, directrice de la programmation du Salon Lipsco. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Marie-Liesse Saint-Marc. Bonjour Marie-Liesse. Bonjour Anne-Françoise. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'enseignement de l'anglais en primaire. Mais avant, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc, je suis professeure d'anglais depuis une vingtaine d'années. J'ai enseigné de la maternelle au BTS en passant par le collège et le lycée. Et j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, et j'ai eu la chance de pouvoir visiter des écoles et donc découvrir des pédagogies nouvelles. Donc aujourd'hui, je suis formatrice pour enseignantes et créatrice d'une méthode d'anglais au primaire Funidium. Funidium. Et je précise d'ailleurs pour tous les personnes qui nous regardent que vous pourrez retrouver tous les liens et donc le lien pour en savoir un peu plus sur la méthode Funidium sur la page dédiée aux intervenants sur le site web de Lipsco. Et donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quel est l'intérêt de commencer aussitôt à apprendre l'anglais ? Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés avec l'apprentissage du français, l'apprentissage de la lecture. Donc quel est l'intérêt de commencer si tôt ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se concentrer sur le français finalement ? L'un n'empêche pas l'autre. Je dirais même que l'un se nourrit de l'autre. Donc les enfants ont un potentiel énorme, très jeunes, qui perdent petit à petit. Donc ils ont une oreille surdéveloppée et ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de ce moment-là pour leur intégrer de nouveaux sons. Ils ont aussi leur palais qui n'est pas totalement formé, donc ils sont capables de prononcer bien plus de sons que quand on est adulte. Donc de ne pas profiter de ce moment-là pour leur enseigner l'anglais, malheureusement ça leur ferme des portes pour plus tard. Et l'autre chose aussi, vous parliez de l'apprentissage du français qui était de plus en plus difficile. Ce qui est pas mal, c'est de décaler en fait l'apprentissage. Donc, par exemple, une langue maternelle, un enfant sait à peu près parler jusqu'à partir de 4 ans, totalement. Donc, commencer l'oral vers 4-5 ans, c'est plutôt bien. Et ne pas commencer l'écrit avant CE1, CE2 en anglais, puisque ça se fait en CP, CE1 en français. Donc, si on décale les apprentissages, normalement, il n'y a pas de risque de confusion. Un autre avantage aussi, c'est que l'apprentissage d'une langue développe des qualités qui servent pour les autres matières. Donc le cerveau prend l'habitude de faire une gymnastique de l'anglais au français et du coup ça permet de développer chez eux une adaptabilité, une curiosité aussi, et puis du coup ils sont beaucoup plus à l'aise aussi dans les autres matières. Et puis s'ils sont à l'aise un petit peu en anglais, je parle de l'anglais parce que c'est ma spécialité, mais de n'importe quelle langue vivante, première langue vivante, en 6e, ils pourront apprendre assez naturellement une deuxième langue. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de confusion. C'est pas contradictoire. Et même au contraire, finalement, ce que vous dites, c'est que ça peut faciliter d'autres apprentissages dans d'autres matières. C'est même indispensable. Je pense que nos enfants sont confrontés à l'anglais partout, dans les études, dans le travail, dans la vie sociale. Donc si on ne profite pas du moment où c'est le plus facile pour eux pour le faire, je trouve que c'est vraiment dommage et c'est un peu du gâchis. Donc, et puis ce que j'ai observé aussi, c'est que certains enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage, en français, ils vont avoir du mal parce qu'on va très vite passer à l'écrit. Et le fait que l'anglais soit basé principalement sur l'oral chez les petits, ça leur permet d'être moins en situation de difficulté. Donc comme ils vont le faire par le jeu, par les chants, c'est quand même quelque chose de plus naturel pour les enfants qui ont ces difficultés-là. Et on voit que ça nivelle un petit peu les niveaux. Et ce que j'ai aussi observé en tant que professeur, parce que j'ai régulièrement des enfants qui ont des problèmes de prononciation, vu que souvent je commence l'anglais en grande section, ceux qui ont des problèmes de prononciation, si c'est en train d'être réglé par des spécialistes, ils continuent à avoir une prononciation, ils ont un passif dans leur prononciation du français qu'ils ont du mal à rééduquer, alors qu'en anglais, ils repartent sur des bases nouvelles. Donc parfois, ça m'arrive, je pense notamment à un enfant que j'ai eu l'année dernière, je ne comprenais pas ce qu'il disait en français. En revanche, en anglais, ça se passait plutôt bien. Donc je pense que voilà, ça leur donne plutôt quelque chose en plus que quelque chose qui va les contraindre. D'accord. Et donc, je voudrais revenir sur, justement, vous parliez de l'oral. Est-ce que l'oral est à privilégier ? Est-ce qu'il faut commencer aussi l'écrit en même temps ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Moi, je pense vraiment qu'il faut toujours partir de l'oral avant l'écrit. Je peux vous raconter une anecdote. Mon premier poste, en tout cas de remplacement que j'ai eu, c'était 3/6e au mois de juin.
Donc j'ai dû commencer vers le 5 juin, autant dire que je pense que tous les profs qui nous écoutent peuvent comprendre que ce n'est pas la meilleure période. Et j'avais 22 ans et aucune expérience. Et je me suis dit, bon, plutôt que de faire des jeux de société jusqu'à la fin de l'année, et je ne savais pas tellement ce qu'ils avaient appris, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anglais en primaire, je me suis dit, on va faire des sketchs. Donc j'ai des sketchs de 2, 3 ou 4 enfants, et eux préparaient ces sketchs-là. Et moi, je passais dans les rangs et je les aidais pour formuler leurs phrases, pour les aider dans le vocabulaire. Donc, ils préparaient vraiment, c'est eux qui avaient choisi les contours. Et ils savaient que j'avais une amie écossaise qui allait venir les voir 3 semaines après. Ils avaient un peu de pression. Je leur avais dit, elle ne comprend pas le français, donc là, il n'y a pas photo, il faut vraiment parler. Et du coup, ils sont vraiment mis dedans et je me suis rendu compte que le fait qu'ils comprennent que c'était une vraie situation de communication et s'ils n'arrivaient pas à parler, on ne les comprenait pas, pour eux, ça leur a vraiment donné un moteur. Donc après, tous mes enseignements depuis, je me suis toujours basée sur l'oral, une situation de communication et finalement, et après l'écrit et la grammaire viennent relativement naturellement. Plus naturellement. Beaucoup d'adultes me disent l'anglais, j'arrive à peu près à le comprendre, mais j'arrive pas à le parler. Et je pense que c'est vraiment dommage, de génération en génération, on a transmis cette espèce de blocage. Donc le but, c'est de donner confiance, d'empêcher le blocage, de donner confiance aux enfants, qu'ils y aillent tranquillement, sans se stresser, qu'ils interagissent, qu'ils écoutent, qu'ils apprennent à écouter. Et du coup, je pense que cette confiance en eux fera que ça fluidifiera vraiment leur phrasé et le vocabulaire. En fait, tout ça, ça revient naturellement. Et quand je parlais d'oral, je pensais surtout aux situations de communication. Si on arrive à mettre en classe des petites situations de communication, ça peut être des situations qui vivent du quotidien, ils arriveront à le transférer, sans aucun problème à l'étranger. Enfin, j'imagine, on prend un enfant qui a appris l'anglais sur un manuel et un enfant qui a appris en faisant des petits sketchs, des chants, etc. Je pense que la différence, elle est flagrante. Qui se débrouillera mieux dans le quotidien. Exactement. D'accord. Et justement, vous parliez des situations de communication, donc vous avez abordé l'idée des sketchs à l'école. Est-ce que vous avez des conseils pour mettre en pratique, comment est-ce qu'on peut introduire finalement très concrètement l'anglais dans sa classe de façon naturelle ? Alors, moi, je trouve que le chant, c'est déjà une très bonne base parce que ça permet vraiment de fluidifier les structures langagières et en même temps, ils s'amusent. Donc, moi, je sais qu'un chant, par exemple, on va le faire as if we were elephants, par exemple, on prend tous une grosse voix, ou des petites souris, ou de plus en plus vite, de plus en plus lentement. Aucun enfant ne résiste à ça. Déjà, on les emmène directement dans l'oral, donc ça, c'est super. Et très souvent, j'utilise les mimes. Que ce soit pour les chants ou pour les jeux qu'on fait après, les mimes, c'est essentiel, parce que le geste emmène la parole, surtout pour les enfants qui ont des difficultés. Donc si vous faites un geste, ça les aide à parler. Donc vraiment, les chants avec des mimes. Et puis après, moi, je base énormément sur les jeux. Donc des jeux, quand vous leur montrez du nouveau vocabulaire, donc soit des objets, soit des cartes, ce que vous voulez, vous leur montrez les cartes nouvelles, ils répètent après vous pour contrôler quand même la prononciation. Et après, c'est plutôt des jeux de reconnaissance. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pointer quelque chose que vous leur désignez, ils vont pouvoir le montrer, mais soit répéter, soit montrer, mais ils ne peuvent pas encore retrouver le mot en anglais. Et dès la deuxième séance, les jeux, ça peut être des jeux d'expression orale. Et là, dans ces cas-là, vous mettez plein de cartes ou plein d'objets, par exemple, au sol, vous en subtilisez une, et là, c'est à eux de retrouver « Is it an elephant ?» par exemple. Et c'est eux qui vont demander, et vous répondez toujours par des phrases, bien sûr, « Yes, it is »,« No, it isn't ». Et voilà, normalement, déjà, avec ces jeux-là, ils acquièrent énormément de vocabulaire, donc ça, c'est bien. Et après, comme toujours dans le plan des jeux, vous avez des memories, alors ça marche super bien, et pourquoi pas plein de jeux de société, des jeux de loi, moi je fais des jeux de loi avec eux, je fais des grands jeux de loi au tableau, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, un qui est par exemple, s'il y a un moment calme même, pourquoi pas, donc voilà, ça c'est vraiment la partie qui leur amène énormément de vocabulaire, donc si vous faites des chants pour fluidifier le langage et des jeux pour enrichir leur vocabulaire, naturellement, vous allez arriver à des petites scénettes ou des petits sketchs, parce qu'ils ont les phrases et ils ont le vocabulaire. Donc là, des petites mises en situation, on joue au maître ou à la maîtresse, on joue au docteur, on joue au papa à la main, n'importe quelle situation du quotidien, au restaurant, etc. Et du coup, ça leur parle, parce que des situations qu'ils vivent en France,
ils comprennent qu'ils peuvent le vivre à l'étranger. Et du coup, puis les enfants, le mimétisme, ils jouent à ça tout le temps dans la cour de récré. Donc dès qu'on intègre ça à l'intérieur, dans leur cours, en fait, on se met à leur hauteur. En fait. Les jeux, ils passent leur temps à jouer, ils passent leur temps à mimer, et ils passent leur temps à chanter. Donc si on prend toutes ces capacités qu'ont les enfants, on rentre dans leur monde. Et puis ce qui est pas mal aussi, donc ça c'est vraiment dans le cours d'anglais. Toutes ces scénettes, etc. Vous pouvez même aller jusqu'au théâtre. Ça, c'est encore autre chose. Mais si un professeur est à l'aise avec le théâtre, il ne faut pas hésiter à le faire en anglais aussi. Et ça, c'est vraiment dans le cours d'anglais. Mais on peut aussi intégrer une routine en anglais. Donc, par exemple, dès qu'ils rentrent en classe... En dehors, voilà, en dehors des cours d'anglais. Des cours, au quotidien ou 2-3 fois dans la semaine. Mais dès qu'ils rentrent en classe, par exemple, exiger qu'ils le disent en anglais. Déjà, ils auront le good morning, good afternoon, ils l'auront sans même se poser la question. Après, peut-être leur dire what's the weather like. Tous les jours, ils sauront vraiment vous donner le temps chaque jour. La date, how do you feel. Et peut-être faire le tour pour savoir comment ils se sentent. Tired, happy. Enfin voilà, toutes ces petites choses, on peut les intégrer. Tous les rituels, pourquoi ne pas les faire en anglais? C'est ce que font les écoles bilingues d'ailleurs, sauf qu'elles le font encore plus. Mais je pense qu'on peut s'approcher un peu d'une immersion. Et puis mettre des posters. Si vous avez le corps de body, autant mettre toutes les parties du corps en anglais. Pourquoi que des posters en français, par exemple? Oui, puis après l'âge de la lecture, ils peuvent le voir aussi, et l'intégrer visuellement. On peut nommer, voilà. Donc après, décorer aussi la classe en anglais. Moi, ce que je vois aussi, des écoles qui font ça, un cours de cuisine, un cours de géographie, un cours de sport, ou même l'échauffement avant le sport, par exemple. Avant le sport, on fait un petit échauffement en anglais. Et en fait, tous ces rituels-là, c'est des choses, ce sera tellement intégré en eux qu'ils n'auront plus à l'apprendre. Donc, plus on peut l'intégrer, mieux ça se passe. Pour leur apprentissage futur. Pour leur apprentissage futur. Donc, ces multiples activités leur permettent d'intégrer l'anglais de manière très différente, donc que ce soit en sketch ou que ce soit dans une routine, etc. Mais ils arrivent à comprendre que c'est plus une matière, l'anglais, c'est un moyen de communication. Et à partir du moment où ils ont compris que c'était un moyen de communication, en fait, le champ des possibles est énorme. On peut intégrer l'anglais dans... Oui, bien sûr, et puis ça donne du sens à leurs apprentissages aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, les enfants ont de plus en plus besoin de retrouver un sens aux apprentissages. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux enseignants qui... Après, les enseignants, ils ont l'habitude, ils sont créatifs, donc je pense qu'ils trouveront. Mais le but, c'est de varier les activités au maximum et surtout d'en faire un moment de plaisir. Si les enfants passent un vrai moment de bonheur en anglais, déjà, ils aimeront la langue, ils aimeront communiquer. Je pense que la moitié du travail est fait et leurs apprentissages seront vraiment durables. Marie-Liesse, il nous reste quelques minutes. Si vous aviez vraiment un dernier message à faire passer pour les enseignants qui nous regardent et qui hésitent à se jeter à l'eau, ou pour les directeurs qui en ont assez d'externaliser l'enseignement de l'anglais en primaire notamment, mais qui hésitent un peu, quel est le message que vous voudriez vraiment leur faire passer ? J'ai envie de leur dire, si on attend d'avoir un anglophone qui en plus est pédagogue pour donner des cours d'anglais, on peut attendre longtemps et c'est comme ça qu'on arrive en CM2 avec des enfants qui savent à peu près les couleurs et quelques animaux, mais qui n'ont pas eu un vrai apprentissage. Donc, je pense, et c'est vraiment ce que je vois dans les formations que je donne, c'est de donner confiance aux professeurs des écoles. Ils ont les compétences, ils ont toute la légitimité pour donner les cours d'anglais. Il faut peut-être se remettre un petit peu dans l'anglais, mais globalement, ils ont tout ce qu'il faut, la créativité, l'envie de le faire. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'ils se bloquent par rapport à ça une fois qu'ils seront lancés et surtout qu'ils intégreront eux-mêmes au quotidien l'anglais dans leur classe. Ça va être de plus en plus facile parce que finalement, on dit souvent les mêmes choses et même eux vont s'améliorer en anglais. Donc, vraiment, je pense que la plupart des enseignants sont capables de ça. Et s'ils ont peur de l'accent, je veux les rassurer en leur disant « Ne vous inquiétez pas, l'accent, c'est pas grave. Il y en a des milliers dans le monde. Il y en a déjà plein en France, il y en a plein aux États-Unis, plein en Angleterre. Et si on compte l'accent asiatique, l'accent russe, l'accent indien, etc., voilà, tout le monde a son petit accent. Ça n'empêche pas une bonne prononciation, bien sûr, mais assumons notre petit accent français si on a un accent français. Et puis, de passer d'un professeur à un autre qui auront des accents différents, ça va de toute façon leur donner cette capacité, la capacité aux enfants de s'adapter, d'adapter leur oreille aux différents accents. Et quand ils seront confrontés
des vrais anglophones, leur oreille aussi, elle sera prête à changer, puisqu'elle aura été travaillée tout ce temps-là. Je pense même qu'elle sera beaucoup moins perdue si on commence tôt. Ils maintiendront l'oreille assez éveillée pour pouvoir continuer. Donc, je veux dire, voilà, arrêtons de se poser des questions, on y va, on leur enseigne vraiment l'anglais et on ose le faire et ça se passera très bien. Merci. Je rappelle que vous pouvez retrouver sur le site web de l'IPSCO, sur la page dédiée aux intervenants, le lien pour aller en savoir un petit peu plus sur la méthode FunIdiom, qui est une méthode pour aider les enseignants à apprendre l'anglais à leurs élèves. Il y a plein de supports différents. Et puis, vous pouvez retrouver également toutes les formations données par Marie-Liesse. Merci beaucoup, Marie-Liesse. Merci Anne-Françoise.